Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre donc pour le cours 3 les fonctions prédéfinies, donc particulièrement la classe math et la classe string dans Java. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'est une fonction en termes généraux. Donc ça, ce ne sera pas sur l'examen, mais ça va être utile pour votre compréhension. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Je vais d'abord vous montrer quelques exemples. C'est comme main, c'est comme println. Donc ça, ce sont des fonctions. Qu'est-ce que c'est au fond une fonction? C'est un ensemble d'instructions qu'on peut voir comme une boîte ou une machine. On va l'appeler la machine 1 qui prend des entrées. Donc ici, vous voyez les entrées et qui nous donne parfois des sorties. Donc des entrées, on pourrait écrire in pour input, puis des sorties, généralement out. Donc on lui donne des données comme entrée sous la forme de paramètres ou de l'objet qui y réfère, et puis elle nous sort des sorties qu'on peut utiliser. Par exemple, quand on utilise la commande qu'on a appris au dernier cours, readLine, qui est une fonction, ou nextLine, pardonnez-moi. NextLine, son out, ça va être, vous voyez ici, il n'y a pas de paramètres, donc il n'y a pas de in. Je vais vous préciser ici, c'est les parenthèses. Et le out, ça va être ce qui va être envoyé de l'autre côté de l'égalité. Par exemple, quand on a notre string s. Donc le out va aller dans notre variable. Donc on retourne à ce qu'est une fonction. Donc on peut le voir comme une machine qui prend une entrée, qui fait quelques instructions et qui nous donne une sortie. À quoi ça ressemble une fonction? Donc ça va ressembler à ça. Généralement, quand on parle de fonction, on va utiliser un point pour référer. Parfois, on n'en aura pas, mais vous n'aurez pas d'exemple ici. On aura un point pour savoir que c'est une fonction ou une méthode d'une classe spécifique. Un exemple, c'est quand on fait notre system.out. Je mettrai la même couleur. Donc, si on a notre system.out, .println, on va le faire de la même couleur aussi. Vous allez remarquer que, donc ici on aura du texte comme 1. Ici on a la classe, donc ça précise où est-ce que l'ordinateur doit aller chercher la définition de cette fonction, de cette machine. Et puis ensuite on a notre point, suivi de la fonction, le nom de la fonction, parenthèse, parenthèse, puis à l'intérieur des paramètres. Donc ça c'est le format généralement. Un autre exemple c'est un objet, point fonction. Donc, vous voyez que j'ai mis un C majuscule ici pour classe, un O minuscule pour objet, c'est la convention. Donc, un exemple, c'est aussi ce qu'on a vu la semaine dernière. Un objet, ça pourrait être le scanner qu'on a créé. Donc, si on avait créé notre scanner, ici, je vais le mettre en rouge ou en orange pour que ça ressemble à une classe. Scanner clavier est égal à un nouveau scanner. Ici, si on voulait utiliser une fonction de clavier ou une méthode de l'objet clavier, on va utiliser clavier, qui est l'objet ici, point, le nom de la fonction, donc par exemple nextLine. Et puis ici, nos paramètres, ce sera quoi? On n'en aura simplement pas, donc on le laisse vide, mais on doit quand même mettre les parenthèses. Puis après, si on veut utiliser le résultat, on va affecter la valeur de cette fonction. Donc en fait, ça va juste prendre le résultat de la fonction et l'envoyer dans une variable, par exemple, une string, que je mettrai aussi en rouge parce que string, on va voir, c'est une classe.
et l'objet, on va le mettre en jaune. On va l'appeler S. Donc ça, c'est le format des fonctions. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui, ce n'est pas comment créer une fonction, ça va plutôt être comment les utiliser. Donc il y a des fonctions qui sont prédéfinies en Java. C'est des fonctions ou des méthodes qui existent déjà, qu'on n'a pas besoin de créer nous-mêmes. Ça évite d'écrire soi-même des calculs ou des traitements courants, donc ça nous évite beaucoup de travail. Par exemple, vous pouvez bien vous imaginer que si on a la fonction clavier.nextLine qui s'occupe de lire ce qu'il y a dans le clavier, on n'a pas à se casser la tête à comprendre, à vérifier où est l'entrée. Ici, j'ai oublié mon system.in. Vous vous souvenez sûrement. Et donc, tout le travail que le scanner fait, on n'a pas à le programmer nous-mêmes. C'est le gros avantage. C'est utilisable directement dans le programme, puis il y a quelques exemples ici de fonctions qu'on va voir, comme math.squareroot, qui est SQRT, le raccourci, qui va nous donner la racine carrée, ou une string, par exemple nom.length, qui va nous donner la longueur d'une chaîne de caractères. Donc, encore une fois, des avantages, on gagne du temps, il y a moins de code à écrire, on réduit les erreurs, puisque les fonctions ont déjà été testées par beaucoup de personnes et ont été développées par des gens qui s'y connaissent bien dans le langage. Ça peut aussi améliorer la lisibilité, c'est plus clair, c'est plus simple si on voit nextLine, c'est compréhensible plutôt que de voir beaucoup de lignes de code qui font la même chose, et ça permet de résoudre très rapidement des problèmes simples. Un autre avantage, c'est la sécurité. Donc, par la même chose, les fonctions ont déjà été testées. Par conséquent, il y a moins de risques qu'on crée une faille de sécurité dans notre code. Maintenant, on va voir la classe math spécifiquement. Donc, c'est une classe qui va contenir des fonctions de calcul qui nous permettront de faire des calculs plus complexes que simplement avec les opérateurs auxquels on a accès. Donc voici quelques fonctions courantes, donc c'est souvent celle-là qu'on va utiliser, mais il y en a beaucoup plus. On a la racine carrée qui nous permet de faire la racine carrée d'un nombre tout simplement, c'est SQRT, parenthèse le nombre. Donc ici on ne l'a pas précisé, mais il faut préciser, vous allez le voir plus tard, math. Comme que je vous ai expliqué, pour que l'ordinateur sait qu'on utilise la fonction square root qui a été définie par la classe math, il faut préciser math. Ensuite square root. Même chose pour tous les autres, donc math.power, POW, ça veut dire puissance. Donc on se souvient à quoi ça ressemble une puissance, ça va être une base avec un exposant. Donc ça va être ici. Le premier paramètre, c'est la base. Le deuxième, ça va être l'exposant. Et vous voyez, on utilise une virgule pour séparer quand il y a plusieurs paramètres. Ensuite, math.abs. ABS, ça représente absolute value, donc valeur absolue. Et puis, on a notre math. Et vous voyez toujours en majuscule, parce que c'est une classe, .max et math.min. Donc ça nous permet de comparer deux valeurs et de prendre la plus grande ou la plus petite. Donc si par exemple A est égal à 9, puis B est égal à 6, on va avoir la boîte, notre machine max, qui va prendre comme entrée 9 et 6, et qui va nous sortir le maximum. Donc elle va faire quelques calculs, elle va vérifier lequel est le plus grand, et puis elle va nous retourner dans ce cas-là 9. Donc ça, ce sera le input, l'entrée, et la sortie ici, ce sera 9. Pareil pour minimum, ça va juste faire l'inverse, ça va aussi être une machine, donc math.minimum, qui a été définie de sorte à nous retourner comme output le nombre qui est le plus petit dans ce cas. Alors quelques autres fonctions utiles, on a math.round, donc qu'est-ce que ça veut dire round, rond, arrondir?
Donc ça va nous permettre d'arrondir au plus proche. Ensuite, deux autres fonctions très similaires, mat.floor et mat.ceiling. Donc floor, ça veut dire plancher en anglais. Donc on va voir un petit exemple ici. Si on a le nombre 8.7, donc supposons qu'on avait un float parce qu'on veut un nombre à virgule pour l'arrondir. On va l'appeler nombre. On va lui donner la valeur 8,7. On se souvient, pour un float, on doit préciser que c'est un float. Donc on va mettre un F à la fin. Probablement 8.7 plutôt. Par la suite, round, qu'est-ce que ça va lui donner? Donc notre boîte round, si on lui passe 8.7, elle va nous donner la version arrondie de 8.7 au plus proche, c'est-à-dire 9. Maintenant, pour floor, peu importe qu'est-ce qu'il y a après la virgule, on parle du plancher. Donc le plancher de 8.7, ça va nous donner 8. Ceiling, c'est l'inverse. Peu importe le nombre à la virgule après, si c'est un petit peu plus grand que 8, on veut un plafond. On veut quelque chose qui est certain d'être supérieur. Donc, on va utiliser 9. Dans un différent cas, si on avait par exemple 8,2, alors ici on aurait la version arrondie serait 8, la version arrondie vers le bas, floor, serait aussi 8, et la version arrondie vers le haut serait 9. Donc il faut faire attention selon lequel est le plus approprié. Et ça va être utile pour beaucoup de situations où on a besoin d'arrondir des nombres. Une autre fonction très utile, mat.random. Random. Donc ici, mat.random, ça va nous générer un nombre aléatoire. Il faut savoir que le nombre va être entre 0 et 1. C'est très important. Donc si on veut un nombre aléatoire entre 0 et 1, on utilise random directement, mat.random. Donc en fait, ici vous voyez, il n'y a pas de paramètres. On va le représenter comme une boîte ou comme une machine. Donc random qui prend aucun paramètre ici. Donc l'input va être de rien du tout. Et qui nous sort un nombre aléatoire entre 0 et 1. Un exemple de nombre aléatoire entre 0 et 1, ça pourrait être 0,87665. Donc il y aura beaucoup de précision autant que rentre dans un float. Donc généralement on veut un nombre aléatoire d'une taille spécifique, entre par exemple 1 et 10 ici. Donc pour être capable d'utiliser random et d'avoir un nombre entre 1 et 10, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le multiplier par exemple par 10. Donc déplacer la virgule ici. Et puis ça nous donnerait dans ce cas-là 8,7. 6, c'est 5 quand on multiplie par 10. Et puis on va le transformer en int. Donc ça va être quelque chose que vous allez apprendre. Quand on veut transformer d'un type à l'autre, on met le type entre parenthèses et ça va le transformer. Donc ici, si on va le transformer en int, ça va devenir 8. En fait, ça va complètement ignorer cette section-là. Ça va faire comme en fait avec floor. Donc on finirait avec le nombre 8. Et puis, pour que ce soit entre 1 et 10, plutôt que entre 0 et 9, on va faire plus 1 pour obtenir 9. Donc, si random nous donnait 0,87, alors cette formule ici va nous donner 9. En utilisant des opérateurs standards, l'astérix pour la multiplication et le plus pour l'addition. Donc c'est très utile pour les simulations et pour les jeux. Il faut faire attention si vous avancez en cybersécurité par exemple.
Il faut savoir que math.random n'est pas réellement random, il n'est pas réellement aléatoire et il n'est pas aléatoire de manière sécuritaire. Donc juste faire attention à ça dans le futur. Donc il y a quelques exemples ici. math.squareroot de 25. Donc SQRT c'est square root, racine carrée. Ça va nous donner 5. math.pow, donc puissance power de 2 et 3. On se rappelle, le premier c'est la base, le deuxième c'est l'exposant. Donc on aura 2 puissance 3 qui nous donnera 8.0. math.valeur absolue.abs, absolute value, valeur absolue. Si on a un nombre négatif, ça le rend positif. Si on a un nombre positif, ça le garde positif. C'est la valeur absolue. Puis math.max, donc on l'a vu tout à l'heure, il choisit parmi ces deux paramètres lequel est plus grand et c'est lui qui va être retourné. Donc vous allez remarquer que pour math, on utilise toujours une lettre majuscule parce que c'est la classe. Donc comme dans mon explication ici, on est dans ce cas-là où on a classe.fonction ou point méthode. Ce qui ne va pas toujours être le cas, comme on va le voir bientôt. Donc c'est tout pour math, la classe math. Maintenant on va regarder la classe string qui est plutôt axée sur la manipulation de texte. Donc on se rappelle, string c'est la chaîne de caractères qui est juste du texte. Donc on se souvient un exemple de comment créer une string. On commence par le type qui est le nom de la classe string, suivi du nom de la variable, affectation et puis une valeur. Ça représente une suite de caractères et une chose à savoir qui va être nouvelle pour vous, chacun des caractères a un indice qui représente sa position et on commence à 0. Donc par exemple A, ça va être 0, L, ça va être 1, I, ça va être 2, C, ça va être 3 et E, ça va être 4. Donc si on voulait obtenir le troisième caractère, en fait ce serait I, mais le caractère numéro 3, ce serait C. Il faut faire attention à ça puisqu'on commence à compter à partir de 0. Si on voulait le I, on voudrait utiliser le caractère numéro 2. Donc, les méthodes de cette classe string, elles vont être appelées avec le point après le nom de la variable souvent. Donc, voici quelques exemples. Si on utilise le nom de variable nom ici, ce serait nom.length qui représentera le nombre de caractères dans notre chaîne de caractères. Donc dans ce cas-là, 1, 2, 3, 4, 5, on aura 5 caractères. Donc nom.length va prendre, donc on va représenter ça encore comme une machine. Il faut faire attention avec le T et le H, ils sont faciles à mélanger. Donc la fonction length va prendre le nom comme paramètre. Donc en fait, je vous ai un peu menti. Ici, c'est pas le seul endroit où on peut obtenir des paramètres. Le premier paramètre, c'est aussi quand on utilise le format objet.fonction ou point méthode, ça va être l'objet lui-même. Donc ça va être un paramètre que la fonction est capable d'utiliser. Donc ici, son entrée, ça va être le nom. La longueur, donc il va faire un calcul pour savoir c'est quoi la longueur de notre variable nom, de notre objet nom, et il va nous sortir le nombre de caractères. Maintenant, notre deuxième fonction, notre deuxième méthode, ça va être le nom de notre variable .characterAt. Char at, c'est H-A-R, A majuscule T parce que c'est un deuxième mot. Ce que ça veut dire, c'est le caractère à un certain endroit. Donc, si on veut le nème caractère, on va écrire n ici. Si on voulait le premier caractère, on va écrire, on se souvient, ça commence à 0, donc 0. Si on veut le dernier caractère, on va regarder en fait la longueur, soustraire 1, et ça va nous donner le dernier caractère. Donc tout ça, ça va être très utile pour analyser nos chaînes de caractères et notre texte. Et pour valider et s'assurer que c'est
ça correspond à ce qu'on s'attend. On va continuer avec d'autres fonctions pour string. On a toUpperCase. Uppercase, ça veut dire majuscule en anglais. Donc, si on a le nom de la variable, cette fois, je vais changer le nom de la variable pour que vous ne vous habituez pas à ce que ce soit toujours nom. On va créer une nouvelle variable string. Donc, le type, comme d'habitude. Je vais l'appeler var1. Faut pas appeler les variables comme ça dans la vraie vie parce que ça va mélanger n'importe qui lit votre code. Faut lui donner un nom utile, mais c'est juste pour un exemple ici. String var1 est égal à, disons, Bob. On n'oublie pas nos points-virgules. Alors, toUpperCase, si on voulait faire rendre Bob tout en majuscule, on va peut-être mettre le premier en majuscule. On va faire var1 parce que c'est le nom de l'objet. Donc var1.toUpperCase. Pas de paramètres supplémentaires. Donc le seul paramètre, ça va être var1. Et puis ça va nous ressortir la version en majuscule de Bob qui va être B-O-B tout en majuscule. Maintenant, toLowerCase, vous pouvez le deviner, ça va être les minuscules, lowercase. Donc on utiliserait var1.toLowerCase qui nous donnerait Bob tout en minuscule. Maintenant trim, on va remarquer par exemple dans certains cas que y a des espaces supplémentaires avant et après. Et parfois on voudrait s'en débarrasser. Donc pour s'en débarrasser, on utilise trim. Ça retire tous les espaces qui entourent notre texte. Donc var1.trim va être, supposons qu'il y avait des espaces ici, notre Bob mais sans espace. Ça va garder les espaces entre les mots, mais pas les espaces, ou entre les caractères réels, mais pas les espaces après. Substring, donc ça va être une sous-chaîne de caractères, donc une partie de notre chaîne de caractères. Donc si on avait par exemple 0 à 1, ça va extraire B et O. Donc on aurait B, O, tout simplement. Si on avait de 0 à 2, donc là on ajouterait notre Bob, notre dernier B. Donc ça va prendre une sous-partie de notre chaîne de caractères avec le début d'abord et puis la fin en termes d'indices. Une chose qui va aussi être utile, une fonction qui est utile pour les chaînes de caractères, les strings, ça va être le equals. Par exemple, var1.equals_java. Qu'est-ce que ça va nous vérifier? Ça va vérifier qu'ils sont égaux. Donc que le contenu de la variable 1 est égal à guillemets java guillemets. Est-ce que c'est le cas? Non, notre variable 1 c'était Bob. Donc ça va nous retourner, on se souvient c'est un booléen pour la vérité ou vrai ou faux. Donc ça va nous retourner le booléen false. On a d'autres méthodes de comparaison. On a equals ignore case qui va utiliser, qui va ignorer en fait que ce soit une majuscule ou une minuscule. Donc par exemple, si on voulait vérifier avec equals ignore case, que c'est Bob tout en majuscule, alors que notre Bob avait deux minuscules et une majuscule. Donc j'ai oublié var 1 point. Ici, ça va nous retourner vrai, true, même si elles ne sont pas exactement les mêmes. Alors que si on utilisait var1.equals directement et qu'on mettait Bob en majuscule à l'intérieur, alors ça va nous donner false. Ici, je devrais utiliser une flèche plutôt que l'égalité pour ne pas vous mélanger.
Donc on veut éviter le double égalité pour comparer le contenu. On va voir ça au prochain cours, à quoi ça sert. Donc ça va être pour les conditionnels surtout. Donc voici quelques exemples. Donc cette fois on a notre string nom qui va être Alice. Donc le nom de l'objet ça va être nom. C'est pour ça que quand on appelle les fonctions length, char at, uppercase, equals et trim, on va utiliser nom en premier. Alors dans cet exemple, on a le nom qui est Alice avec, vous voyez, des espaces au début, des espaces à la fin. Si vous faites rouler ce code avec, comme d'habitude, notre classe et puis notre fonction main, donc on va mettre ça à l'intérieur de la fonction main. Donc ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut faire. Ce que vous allez remarquer, c'est que ici, ça va vous imprimer. Donc on va mettre double barre oblique pour mettre un commentaire. Ça va vous imprimer la longueur de ce texte. Donc il y a 3 espaces ici, 2 espaces à la fin, plus 5 lettres. Ça nous donne 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va nous retourner 10 pour la longueur. Maintenant, si on utilise nom.characterAt 0, c'est quoi à la position 0? Ça va être un espace. Donc ça va nous donner un espace tout simplement. Ensuite, nom.toUppercase, on se souvient, ça met tout en majuscule. Ça va nous donner encore des espaces. Alice en majuscule. Et on garde les espaces. Maintenant, une chose intéressante, on peut faire des fonctions une à la suite de l'autre. En fait, le résultat, on peut l'utiliser dans une direction avec l'égalité, avec nom par exemple, .trim. On peut utiliser le résultat et l'affecter à une nouvelle variable, mais on peut aussi prendre ce résultat, donc le résultat de nom.trim, et ça va être une chaîne de caractères. On peut l'utiliser comme une autre chaîne de caractères et appeler une autre fonction, une autre méthode par-dessus. Donc c'est ce qui se passe ici. On fait nom.trim et puis le résultat, on l'envoie à equals. On pourrait aussi mettre des parenthèses avant le point et ça reviendrait au même. Et on envoie à equals, donc ça va vérifier après avoir enlevé les espaces. Donc il y aura 2 étapes. La première étape qui va être invisible, ça va enlever les espaces. La deuxième étape, ça va vérifier l'égalité. Et ça va nous donner vrai. Pourquoi? Parce que effectivement, si on enlève tous les espaces autour, il nous reste juste Alice, qui est exactement la même chose, avec les mêmes majuscules. Alors ce sera tout pour le cours d'aujourd'hui. Je sais que c'était peut-être un peu plus lourd que les cours précédents, mais avec un peu de pratique, je crois que vous serez capable de vous débrouiller avec tout ça, avec facilité. Bonne chance!